Bonjour madame. Bonjour madame, merci de m'accueillir dans votre rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, dans Aquili, nous sommes avec Amina Hariti, vice-présidente des eaux de Mayotte, comme il convient désormais de dénommer le syndicat des eaux. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Kala et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors tout d'abord, Amina Hariti, on va commencer avec les coupures d'eau. La semaine dernière, en Petite Terre et à Kungu, beaucoup de coupures d'eau dues notamment à des réservoirs trop bas ou encore pour nettoyage de réservoirs. Ça fait beaucoup trop à une semaine pour les consommateurs. Est-ce que les tours d'eau sont de retour? Non, les tours d'eau comme on les a connus l'année dernière, comme quoi c'était quelque chose qui était établi, qui était réglé de manière constante pendant une période donnée, ce n'est pas ce qui se passe cette année. Cette année, on a des coupures puisqu'on doit faire des travaux pour justement permettre de distribuer l'eau correctement. Ce ne sont pas les mêmes coupures d'eau. Donc on ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres coupures d'eau dans le sud, dans le nord. En tout cas, on va couper l'eau en fonction des besoins par rapport aux services techniques. Et où en sont les niveaux des retenues collinaires aujourd'hui? Alors, on est à un niveau à peu près 80 les 2, donc on a quand même un niveau assez potable, assez, rassurant. Donc encore une fois, en matière de ressources même, il n'y a pas de difficultés particulières, rencontrées, jusqu'à maintenant. Vendredi, du côté de Mamoudzou, on reçoit un communiqué pour suspicion de pollution dans le captage d'eau brute, donc eau impropre à la consommation alimentaire. Pollution due à quoi? Alors d'après ce qui nous est revenu, apparemment, il s'agirait d'anguilles mortes. Donc en fait, pour, principe de précaution oblige, on n'a pas voulu distribuer l'eau parce qu'on ne savait pas exactement, ce que ça pourrait donner. Donc une fois que les choses ont été rétablies, ben, la distribution d'eau, pareil, a été remise, en cours. On sait dans quel état de décomposition était cette anguille, depuis combien de temps Ça, elle pour était là? l'instant, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, c'est les retours qui nous sont revenus. Vous êtes au courant des rumeurs qui Je circulent? suis je suis au courant des rumeurs. Effectivement, à chaque fois, on n'est pas tenté, comme ça a été le cas. Une fois, on disait que la retenue de compagnie était, justement, était polluée. En fait, à un moment donné, il y a plein de choses qui vont se dire. Nous, on est là pour, faire le travail, pour rassurer la population et jusqu'à maintenant, ces rumeurs n'ont pas été avérées, n'ont pas été affirmées. Si ça venait être le cas, bah, les enquêtes montreront, ce qu'il y a à savoir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et si c'était le cas, est-ce qu'on préviendrait la population? Et je Bien préviens évi juste que la rumeur dit qu'on aurait trouvé un cadavre dans un réservoir. Est-ce que si c'était le cas aujourd'hui, on préviendrait la Beh, population? bien évidemment. En tout cas, nous, les retours, si quelqu'un n'a pas fait passer la bonne information, bah, ça se saura. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît réellement la qualité de l'eau que nous buvons? Quand je dis la qualité, c'est surtout par rapport aux pesticides. On sait qu'il y a une utilisation abusive des pesticides ici à Mayotte, des pesticides qui sont interdits en Europe. On ne contrôle pas leur entrée sur le territoire et ces pesticides sont répandus un peu partout sur les plantations d'ananas, les plantations des brettes, des plantations des tomates, des piments et autres. Est-ce qu'on connaît la qualité réellement? Est-ce que l'eau aujourd'hui que nous buvons n'est pas contaminé par ces pesticides? Alors aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration avec l'ARS, bien évidemment, qui elle, a, pour objectif de surveiller en fait cette qualité de l'eau, qui aussi, suit de très près les choses. Encore une fois, c'est effectivement, on a connu beaucoup de difficultés par rapport à la gestion de l'eau. On s'emploie à les régler. Maintenant, si la qualité de l'eau venait à être impure par à la consommation, l'ARS réagirait. Les pesticides dont vous parlez, l'infiltration, les pluies et compagnie, ça forcément, il doit y avoir, des conséquences, mais on n'en est pas à un stade aujourd'hui où on doit alerter ou alors en tout cas, si ça venait arriver, on le dirait. Parce Ça qu'on veut joue dire là quand même qu'on a détecté ces pesticides dans l'eau aujourd'hui. À un taux pour l'instant, on n'a pas eu d'alerte particulière. Si c'était un taux qui était grave pour la consommation, c'est partout pareil, les pesticides sont utilisés partout pareil, l'infiltration se fait de la même façon dans d'autres territoires. Donc encore une fois, sauf aujourd'hui, Sauf que là, on parle de pesticides qui sont interdits je je en je Europe. suis je Donc, là, on parle de leur dangerosité et surtout l'accumulation. Parce que, OK, un verre, on va dire que c'est pas dangereux. mmh Mais si je bois ça toute la journée, on donne ça à des bébés, est-ce qu'il n'y aura pas de Encore une conséquences? fois, il y a des services qui sont là pour nous, gère la gestion on a la gestion de l'eau. Les services qui sont censés, s'occuper de la qualité de l'eau font leur travail. On leur fait confiance. Maintenant, s'il y a quelque chose qui doit être, alarmant, bah, ça le sera et on avertira la population. J'aimerais que l'on parle du projet de la troisième retenue collinaire, notamment, en termes de discussion avec les familles pour l'acquisition du foncier. Ça en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a tout un processus qui a été mis en place, hein, depuis qu'on est arrivé. Vous savez, il y a 9 familles qui sont concernées, dont 5 en indivision. Et aujourd'hui, on est encore en discussion avec elles, puisque ça vous rappelez bien qu'il y avait à un moment donné, on devait déplacer ces familles-là, leur donner d'autres terrains. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, puisque
Nous n'avons plus les moyens d'acquérir ces terrains pour le transfert. Donc, en même temps que nous discutons avec elle, nous voyons pour que les choses puissent avancer le plus rapidement possible pour que la retenue collinaire puisse enfin démarrer. Vous avez, sans doute, comme moi, entendu, le ministre la dernière fois évoquer, l'absence de DUP jusque-là demandée. Ça signifie qu'aujourd'hui, ce projet reste à l'état de projet? Non, la DUP également, en même temps qu'on fait des procédures amiables avec les familles, on prépare une procédure de DUP dans le cas où ça n'aboutirait pas. Mais pour l'instant, la procédure amiable continue. La DUP aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne. Il y a tout un processus à mettre en place, une procédure. Il faut passer, on a délégué cette partie-là à l'EPFAM qui aujourd'hui gère énormément de foncier. Donc il y a tout un dossier qui a été fait. Il n'était pas complet. Donc on est en train de faire finir l'instruction et il va passer entre les mains du préfet pour justement voir ce qu'il en est. On est en cours, la DUP est lancée en fait. La procédure pour la DUP est lancée. Normalement, pour la 3e retenue collinaire, c'est combien d'hectares de concernés? Et du coup, parce que vous parlez de 9 familles, notamment des parcelles qui sont en indivision, mais du coup, la part du département, c'est combien d'hectares? Alors là, je ne peux pas vous dire clairement parce que c'est la partie foncier, donc aujourd'hui, je n'ai pas tous ces chiffres-là en tête. Je vous renverrai éventuellement les chiffres, mais je ne les ai pas tous en tête aujourd'hui. Je vous pose la question parce que là aussi, hein, on entend des choses, c'est qu'il y aurait des problèmes aujourd'hui au niveau du foncier parce qu'il y a une partie normalement du foncier qui devrait être au département et qui a été vendu entre-temps. Du coup, aujourd'hui, ça appartient à des familles, donc ça complique encore plus la procédure. Vous savez, donc, comme vous le dites, il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Donc nous, on tombe sur des évolutions dans la situation de ces parcelles qui sont concernées. On est obligé de suivre nous aussi. Donc si c'est le cas, le département a vendu ces parcelles alors qu'il aurait peut-être... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Comme vous dites, ce sont des rumeurs. On dit, moi, l'idéal aujourd'hui, ce que nous, on attend, c'est que le foncier soit disponible, enfin disponible, et qu'on puisse démarrer les travaux. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent en fait dans cette histoire de retenue collinaire. Ce n'est pas qu'une question du SMIAM n'a pas lancé les travaux, c'est qu'il y a d'autres choses qui interviennent en amont et qui ne sont pas forcément de notre fait en fait. Il y a des spécialistes aujourd'hui qui disent que finalement, pourquoi recourir à la construction de retenues collinaires? Ça prend du temps et de l'argent et surtout, on a une bonne partie de l'eau qui s'évapore. Pourquoi on ne privilégierait pas plus quelque chose de souterrain? Alors on a une discussion, on a eu des discussions justement, on travaille avec des bureaux d'études, on a pas mal d'échanges là-dessus, des réflexions qui sont menées pour savoir quelle serait la meilleure solution pour justement éradiquer ces problématiques d'eau, en tout cas de disponibilité de la ressource en eau. Il y a cette retenue collinaire, on en a parlé, donc c'est en cours, les Mahorais la réclament, donc on est en train de travailler dessus. C'est pas parce que les Mahorais réclament, c'est ce qu'on leur a proposé. C'est ce qu'on leur a proposé, mais on ne leur a pas donné d'autres... Non, mais justement, on est en train de travailler au niveau des eaux de Mayotte. On a en ce moment, donc les marchés ont été lancés normalement pour 2 autres usines de dessalement, une qui sera à Longoni et une qui sera à Sada. Amina Hari, il pleut 5 fois plus à Mayotte qu'en Île-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre territoire, on a réellement besoin d'avoir des usines de dessalement qui coûtent très cher et qui polluent le lagon? Mais aujourd'hui, la ressource... Et en plus, on voit le résultat avec la petite terre. Madame Kala, je vous le dis, quand vous parlez de il pleut tout le temps, est-ce qu'on est assuré qu'il pleuvra tout le temps de la même façon? Aujourd'hui, on le voit très bien, les pluies sont réduites, elles sont plus tardives, donc la ressource en eau, encore une fois, si on mise que sur la partie pluie, on peut se retrouver à une année où il n'y a pas de pluie, et bien finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En Île-de-France, on n'a pas d'usine. Normalement, les usines de dessalement, souvent, c'est dans des territoires désertiques, très chauds. Nous n'en sommes pas là et ça coûte très cher. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que chacun y va de son commentaire. Nous, on essaie de trouver des solutions. On travaille avec des bureaux d'études qui connaissent les sujets. Ça, c'est votre point de vue, Madame Kala. Vous dites que les usines de dessalement ne sont pas nécessaires. Vous savez, l'année dernière, il y a eu une grosse sécheresse en France. C'est comme ça que tout le monde a été alerté sur les problématiques d'eau. On a assisté il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on était à Bordeaux dans le cadre de la rencontre des intercommunalités. Toutes les intercommunalités se posent la question de la gestion de l'eau aujourd'hui. Si c'était qu'une question de pluie, la question ne se poserait pas. Il ne s'agit pas forcément de mon positionnement, mais je vous pose la question aussi sur la question également de la pollution du lagon par rapport à ces usines de dessalement. En moyenne, je termine, pour chaque litre d'eau douce généré, 1,5 litre de boue saline est rejeté généralement dans l'océan, bouleversant les écosystèmes. Est-ce que ça ne dérange pas notre lagon? Alors, vous savez, quand on lance un processus comme ça, il y a
des études. En fait, il ne faut pas croire qu'on claque des doigts. Oui, mais cette broussaline, elle est rejetée mais justement, où alors? il y a des choses qui sont faites pour pouvoir annihiler, pour pouvoir limiter les dégâts. En fait, Madame Kalla, vous êtes en train de me dire que le SMEAM, les eaux de Mayotte font des choses qui sont contre l'environnement. On travaille avec les services par rapport au plan ODOM, avec le ministère de la Transition écologique. Il y a des choses qui sont mises en place et on essaie de respecter la réglementation. Il ne faut pas à chaque fois dire comme choses qui sont faites. Il y a toujours une position qui sera prise, qui ne sera pas forcément celle des eaux de Mayotte. Je reviens sur ma question initiale. Aujourd'hui, c'est pourquoi n'allons pas vers des projets peut-être plus réalistes et moins d'envergure, comme encourager, par exemple, la population à toutes les nouvelles constructions, et il y en a plein à Mayotte, vers un système de récupération des eaux pluviales, par exemple, nous y venons, Madame Kalla. Beaucoup moins cher. Vous savez, quand je vous parle de toutes ces choses qui sont faites, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique, on doit faire vite et on doit faire les choses correctement. On doit aller vite parce que la population augmente, on doit aller vite parce qu'on est avec des ouvrages qui sont sous-dimensionnés, on doit aller vite parce qu'on n'a pas le choix. Donc, quand vous parlez de ces ouvrages qui pour vous, ne respectent pas l'argumentation, ça reste encore à prouver. Aujourd'hui, nous avons mis en place, avec 5 communes pilotes, des dispositifs. On est en train de travailler là-dessus, les bureaux d'études, les services au niveau des eaux de Mayotte, comment récupérer les eaux de pluie pour les bâtiments publics, parce que justement, il s'agit encore une fois économiser la ressource en eau dans ces bâtiments qui consomment énormément d'eau, qui ne sont pas forcément pour l'usage, par exemple, laissez-moi finir également, vous me posez des questions, laissez-moi finir. Aujourd'hui, il y a les bâtiments qui sont déjà construits, on travaille avec eux pour savoir comment faire pour qu'on puisse récupérer l'eau et l'eau de pluie pour ne plus avoir à utiliser l'eau potable. On est en train d'échanger également avec les communes pour la partie bâtiments à construire, les nouveaux bâtiments dans les collectivités, et on travaille aussi sur un sujet par rapport au privé. La question qui se pose en ce moment avec le ministère, on est en train de travailler avec eux, on est en train de chercher comment faire financer ces dispositifs pour que la population puisse en bénéficier au moindre coût. Donc, toutes ces choses-là sont en cours, Madame Kalla. En 2 ans, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été réfléchies. Pourquoi elles n'ont pas été réfléchies bien avant? Elles sont en train d'être réfléchies aujourd'hui. Ce que je dis aujourd'hui, et d'autres, c'est pas moi, ce sont des urbanistes, notamment ceux qui étaient venus à Mayotte récemment à la délégation de l'association Les Ateliers, qui le préconisent et qui le disent. Aujourd'hui, on devrait avoir des propositions peut-être plus... Mais en fait, ces personnes-là, elles ont leurs préconisations, sauf que nous, on est en train de travailler également à des projets qu'on a mis en place on travaille avec des experts également. Ça ne sort pas d'un chapeau, tout ce qu'on vous dit. Ça ne sort pas d'un chapeau. Et c'était sur la question de l'usine de dessalement, notamment, je disais, ça représente un coût. On voit ce qui se passe en petite terre. On voit que jusqu'alors, on n'obtient toujours pas c'est un sujet, effectivement, c'est un sujet, mais l'usine de dessalement de Longoni et de Sada que l'on prévoit, c'est une démarche qui sera complètement différente. Vous croyez réellement qu'aujourd'hui, dans la zone de Sada, par exemple, on a Sada, Chikoni, Ouangani, on a de l'eau à cet endroit. Et là, je crois que la 3CO a un projet de création de bassins. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement besoin d'une usine de dessalement là-bas? Vous savez, on travaille avec les communes et les intercommunalités. Tous ces projets qui sont mis en place sont travaillés en collaboration avec ces collectivités. En fait, il y a votre regard à vous de journaliste. Je comprends, mais nous sommes sur le terrain, nous sommes la tête dans le guidon avec des experts qui travaillent sur ces sujets-là. Encore une fois, on travaille avec l'ADL, avec un contrat qui a été signé avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Les entreprises, les grosses entreprises, évidemment qu'elles vous diront que ça serait bien d'avoir une usine de dessalement. Mais Madame Kalla, c'est des choses qui ont été travaillées. On travaille sur la base du SAR, sur la base de toutes ces choses-là, sont travaillées de manière minutieuse. Vous ne pouvez pas me dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Autre question, Amina Ariti. Nous savons depuis longtemps qu'il y a une forte croissance démographique à Mayotte. Pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation? Parce que quand vous nous parlez de réservoirs aujourd'hui trop bas, c'est que la population... Il n'y a pas eu d'anticipation depuis quand? Alors, vous me direz que vous n'étiez pas là avant. Non, mais il n'y a pas eu d'anticipation depuis quand? C'est ça que je voulais que je vous pose comme question. Vous n'étiez pas là avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez pour agrandir les bassins? C'est ce qu'on est en train de vous dire. On a tout un plan qui est en train d'être mis en place. On a signé récemment un contrat de progrès à hauteur de 411 millions d'euros. Vous imaginez bien que ce n'est pas de l'argent qui va rester là à dormir. C'est de l'argent qui est censé mettre en place, faire des investissements pour justement répondre à toutes ces problématiques qui vont arriver.
qui vont arriver quand? Mais Parce Madame que Kala, jusque-là... je Non, n'ai non, mais pas, moi, oui, je n'ai en pas tant que entre les mains, moi, consommateur, aujourd'hui, la on est en droit maîtrise de de demander un l'évolution. calendrier. Mais justement, on est là jusqu'en 2026. On a 411 millions d'euros qui vont être répartis sur toute cette période-là. Après, Donc, maintenant... d'ici 2026, on devrait s'attendre à ce que le bien réservoir sûr, soit agrandi. en fait, c'est l'objectif. En fait, je comprends pas. On demande des financements qui sont basés sur des projets qui sont basés sur des données qui nous emmènent à anticiper, comme vous dites. On rattrape du retard et on anticipe sur des besoins à venir. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, Mayotte se développe. On le prend en compte. On sait très bien que les Maoris vont avoir de plus en plus besoin de s'équiper à la maison. Les constructions arrivent, donc il faut les équiper en eau. Donc, on le prend en compte. Ce sont des choses qui sont travaillées, encore une fois. Elles ne sont pas visibles aujourd'hui. C'est normal que les Maoris se posent des questions. Mais encore une fois, laissez les eaux de mer travailler. On a des directeurs des investissements, on a des directeurs d'exploitation qui sont sur le terrain constamment. Moi, je leur fais confiance. Parce que je lui dis qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne font pas le nécessaire. Quand il me faut remonter des données en me disant que ça va se passer comme ça, il faut qu'on fasse ça. Vous voulez que je leur dise quoi? Que c'est pas ça? Merci beaucoup, oui. Amina Harity. Alors, les Maoris se posent des questions et je me fais un peu porte-parole de ces questions. Bien, c'est pour ça que je vous pose des questions, bien, mais encore une fois, vous avez bien vu qu'en 2 ans, la dynamique qui a été prise par le syndicat est complètement elle est affolante parce qu'on a fait énormément de choses. On est arrivé à 7h30 à Amina Harity. J'entends, Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Zapédi.